Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus des gratte-ciel de Manhattan aux routes poussiéreuses du Midwest. Il explore les États-Unis caméra à l'épaule avec un seul objectif, démonter un à un les clichés autour de l'Amérique. C'est le défi que s'est lancé notre influenceur du jour, Arthur Jor, dont le portrait est à découvrir dans un instant. Et puis, vous le savez, dans l'École du Futur, on aime explorer ces endroits où l'innovation rencontre l'inclusion. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une initiative qui aide des milliers d'élèves sourds à surmonter leurs difficultés en français écrit avec une approche totalement repensée et adaptée à leurs besoins réels. On en parle avec notre invitée du jour, Manon Villot. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes cofondatrice et gérante de Signéose. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, bien sûr, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Beaucoup l'ont découvert dans Quotidien sur TMC, mais certains connaissaient déjà Arthur Jor puisque le journaliste a lancé sa chaîne YouTube en 2015, une chaîne consacrée à l'histoire et à la culture américaine. Et depuis plus de 10 ans, il rencontre un franc succès puisqu'il a aujourd'hui plus de 210 000 abonnés. So let's go for the focus with Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Jor et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Jor a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Jor a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Allez, sur un tout autre sujet, vous allez le voir, c'est une émission dense qui nous attend aujourd'hui autour d'un sujet que nous abordons finalement assez peu et qui pourtant dit beaucoup de l'égalité réelle entre les élèves. Alors qu'en France, plus de 33 000 jeunes sourds sont scolarisés, un retard persiste sur l'apprentissage du français écrit pour ce public. Mais alors comment expliquer cette réalité? Pourquoi persiste-t-elle et surtout que peut-on faire concrètement pour que ces élèves ne soient plus laissés de côté? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de ce talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon Villot. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête de Signéose, que vous avez cofondé. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas Signéose, Manon, on va peut-être commencer par le plus simple, c'est-à-dire nous présenter en quelques mots ce que vous faites. Oui, très bien. Donc, c'est une entreprise sociale spécialisée dans l'accompagnement extrascolaire des jeunes sourds. Donc concrètement, on leur propose de la remise à niveau en français écrit et de l'aide aux devoirs. Toutes les séances se font en langue des signes. Et la particularité, c'est qu'ils ont accès à une plateforme puisque toutes les séances se font en distanciel. Alors, pour comprendre l'ampleur du sujet auquel vous vous êtes attaqué, peut-être qu'on peut rappeler de manière un petit peu plus précise, même si j'ai déjà commencé à le faire en introduction. En France, combien de jeunes sourds aujourd'hui sont scolarisés? Dans quelles conditions? Oui, donc comme vous le disiez, on a effectivement plus de 33 000 jeunes qui sont scolarisés. Donc là, c'est la tranche d'âge 5 à 19 ans. Ils vont avoir 2 modes de scolarisation possibles. Soit ils sont ce qu'on appelle en milieu ordinaire, donc des classes dans des établissements publics avec des aménagements possibles, des interprètes, des AESH, des interfaces de communication. Ou alors ils sont plutôt dans un établissement médico-social
où là, il va y avoir la particularité qu'ils peuvent, pendant la journée, avoir des rendez-vous avec des médecins. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se distribue, sur ces deux types d'accompagnement? Est-ce que peut-être on en a plus justement dans le système, j'ai envie de dire classique, ou est-ce qu'on en a plus sur l'autre? Alors effectivement, c'était une volonté après la mise en place de la loi pour l'inclusion. Donc on a plus de 70% des jeunes sourds qui vont être scolarisés en milieu ordinaire, et donc le reste plutôt en établissement médico-social. Oui. Alors, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de leur niveau moyen en français à ces élèves? Donc il n'y a pas forcément de source fiable. Après, nous, c'est une observation, on va dire, terrain qu'on a fait depuis 5 ans, qu'on rencontre plusieurs jeunes sourds et leurs familles. On peut quand même observer un retard sur l'assimilation du français écrit qui peut être évalué à entre 3 et 5 ans. Ça va être principalement dû au fait que la façon dont est appris le français, c'est vraiment basé sur la reconnaissance des sons qu'on va retranscrire à l'écrit. Et donc, forcément, pour des enfants sourds qui ne sont pas forcément tous appareillés, il peut y avoir quelques difficultés à assimiler toutes ces règles de français. Mais alors, si on le sait aujourd'hui que l'apprentissage du français, ça se fait essentiellement par l'ouïe, et que depuis 2005, surtout, on a reconnu la langue française, la langue des signes française comme une langue à part entière, pourquoi est-ce qu'il y a un retard qui persiste près de 20 ans plus tard? Pourquoi on a encore une telle inégalité? Ce qu'on a pu observer, c'est que malgré tout ce qui est mis en place, il n'y a pas toujours la quantité d'aménagement nécessaire, on va dire. Par exemple, les interprètes ne vont pas être accessibles ou disponibles sur tout le temps périscolaire, par faute de moyens ou par faute de professionnels formés sur une région donnée. On a aussi des inégalités territoriales. Voilà, en fonction des régions, on n'a peut-être pas forcément accès aux mêmes professionnels. Donc, il va y avoir peut-être une traduction des cours qui ne va pas être totale pour les enfants. Après, pour ce qui est spécifique de l'apprentissage du français écrit, il y a un travail qui est fait par les orthophonistes, mais pareil, il n'y a pas assez d'orthophonistes pour faire tout ce travail-là. Et puis, en fait, maintenant, on a des profils de sourds qui sont très variés. On peut avoir des enfants qui sont appareillés, d'autres qui sont plutôt sur un profil où ils vont oraliser et lire sur les lèvres, ou encore d'autres qui sont vraiment 100% dans la langue des signes. Donc pour chaque profil, il va falloir trouver soit une méthode globale, soit quelque chose de spécifique qui va permettre de répondre aux enjeux de leur scolarité et de leur apprentissage du français écrit. Alors vous avez commencé à l'aborder, mais qu'est-ce qui rend l'apprentissage du français écrit particulièrement difficile pour les personnes atteintes de surdité? Oui. Donc quand il n'y a pas la possibilité de reconnaître les sons, en général dans les petites classes, donc surtout que maintenant on est plutôt sur des projets où les enfants sont en milieu ordinaire, donc ils sont avec d'autres enfants entendants. Parfois on leur propose d'être en classe Ulysse, donc c'est-à-dire d'être vraiment séparés et d'être mis avec d'autres enfants sourds, avec un professeur qui va pratiquer la langue des signes ou qui va être adapté à leurs besoins pour la partie français. C'est pas toujours le cas. Et donc on va avoir les premières années une assimilation du français qui va être vraiment basée sur le son ma, voilà, c'est un M avec un A, qui va ensuite permettre de faire le mot maman, que tu entends, que tu sais lire, et qu'on va écrire petit à petit en reconnaissant les lettres et les mots. Donc ça, forcément, ça ne va pas marcher pour un enfant sourd. Il va falloir essayer de travailler autour d'autre chose que la reconnaissance d'une syllabe qui va passer par l'écrit. Et alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer justement pour pouvoir fluidifier cet apprentissage? Donc, il y a plein de méthodes disponibles. Après, c'est à chaque professeur de pouvoir tester différents outils. Mais nous, ce qu'on propose chez Signo, c'est déjà de petit à petit travailler les mots avec des images, en fait, d'associer des mots avec des images, ce qui va permettre à leur cerveau d'associer la forme des lettres à une image et donc de tout de suite aller sur le sens du mot. Ensuite, de pouvoir leur faire répéter ces mots-là dans des contextes différents. Il va y avoir beaucoup de répétitions espacées dans le temps pour correspondre à la nécessité du cerveau d'être restimulé sur les mêmes mots, par exemple. Puis après, on va avoir d'autres étapes pour pouvoir rentrer dans la syntaxe et l'apprentissage de la grammaire. Et quelles sont-elles, ces étapes? Ouais. Donc, une fois qu'on a quand même assimilé une base de vocabulaire, par exemple, je sais qu'il y a plein d'enfants qu'on peut voir en petite classe qui vont faire des listes de mots sur le son M. On va reprendre le son M. Pour un enfant sourd, ça va un petit peu perdre son sens, puisque lui, il ne va pas être focalisé sur le son. Donc, ça va être plus intéressant pour lui de faire plutôt une liste de vocabulaire sur un thème, la famille, les animaux. Et donc là, ça va lui donner du sens. Donc, si ça donne du sens au cerveau, ça va être plus facile pour lui de s'en rappeler. Donc, on va faire un thème de vocabulaire sur les animaux. Puis après, ces animaux-là, il va bien falloir qu'ils fassent des actions. Donc, on va peut-être rajouter un verbe au début qui va être à l'infinitif. Et puis, au début, donc, ça va être un animal qui va parler à la première personne. Puis après, il va parler avec son copain. Donc, on va travailler aussi sur le sujet. Et puis ensuite, une fois qu'ils auront fait des actions, peut-être qu'on va pouvoir rajouter des compléments. Et on va venir vraiment comme ça faire une assimilation du français brique par brique, avec toujours un contexte très imagé. Ça peut être soit des images, mais aussi des extraits de vidéos. Et puis ensuite, il y a toujours la langue des signes qui va venir expliquer, approfondir et traduire quand c'est nécessaire.
Bon, on va continuer à parler justement de ce que vous proposez, vous, spécifiquement chez Signéos. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu sur le contexte global. Concrètement, ces enfants, on imagine que quand on accuse un retard en langue écrite en français, forcément, ça a des conséquences sur la scolarité. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu étudier ? Tout à fait. Donc, en fait, le constat qu'on a fait au début, c'est que par rapport aux âges des enfants qu'on recevait, on voyait qu'ils étaient dans une classe beaucoup plus basse par rapport à leur âge. La chose aussi qui peut être un peu frustrante pour ces enfants-là, c'est que, par exemple, ils vont être capables d'expliquer le programme d'histoire, l'histoire de France en langue des signes, mais ils ne vont pas être capables de le retranscrire à l'écrit, de faire un commentaire littéraire ou de faire des phrases complexes. Et donc, il va y avoir un décalage entre les connaissances qu'ils ont assimilées en langue des signes, qu'ils sont capables de traduire, d'expliquer dans leur langue, et ce qu'ils peuvent mettre à l'écrit. Donc aussi, il va y avoir pour eux forcément parfois une démotivation et voilà, une perte de sens dans ce qu'ils font. Ça, c'est la première observation qu'on peut voir sur la scolarité. Ensuite, il va y avoir forcément des difficultés pour passer des examens, puisqu'il faut aussi des aménagements pour ces examens-là. Et après, la troisième difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'ils ont du mal à se projeter dans une poursuite d'études universitaires. Donc, en général, on a 4 jeunes sur 10 sourds qui essayent de rentrer à l'université. Et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui en ressort avec un diplôme. Donc même pour les plus courageux qui ont fait tout le nécessaire pour rentrer à l'université, pour vraiment finir ce parcours-là, c'est encore d'autres difficultés auxquelles ils doivent faire face. Donc il y a un véritable enjeu finalement de décrochage scolaire autour de cette problématique. À différents âges, qui va se traduire par différents événements, on va dire. Et d'ailleurs, à quel niveau on a potentiellement ce décrochage scolaire le plus important? Est-ce que ça, vous avez des données là-dessus ou... Pas encore, non. Alors c'est vrai que plus il y a des aménagements qui sont mis en place tôt, plus l'enfant aussi a été détecté sourd tôt, vraiment voilà, la première année après sa naissance, plus les familles ont pu mettre des choses en place. Donc parce qu'après, il y a cette privation langagière qui peut avoir un impact sur le développement cognitif de l'enfant dans les années suivantes. Donc là, je ne pourrais pas m'avancer sur des questions-là, c'est trop précis. Trop pointu. Trop pointu. Bon, alors, on en arrive finalement à parler très précisément de Signéos. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur ce sujet-là ? Quelle est la genèse du projet ? Oui, donc c'est une petite anecdote. En fait, de base, moi, je suis chimiste. Et donc, je travaille dans les laboratoires de la police, dans le département d'analyse de drogue. Voilà, c'était mon rêve de pouvoir participer à la réduction du trafic de drogue en France. Donc, j'ai fait toutes mes études pour faire ce métier-là. Et je me suis retrouvée avec une collègue sourde, donc une biologiste sourde. Donc, elle savait lire sur les lèvres, elle savait parler. Enfin, elle sait toujours, pardon. Et donc, elle faisait énormément d'efforts pour s'adapter, en fait, à l'équipe, au quotidien, et essayer de faire son métier du mieux qu'elle pouvait. Et donc, je me suis retrouvée dans le même bureau qu'elle, donc forcément, ça a induit une proximité. Et elle m'expliquait à quel point elle était épuisée, en fait, d'être dans cette compensation toute la journée pour pouvoir s'adapter à son environnement. Et puis, au fur et à mesure des conversations, j'ai découvert... Donc, moi, je faisais toujours du bénévolat, j'accompagnais beaucoup de jeunes dans l'accompagnement extrascolaire. Et elle m'a expliqué que ça n'existait pas vraiment pour les jeunes sourds. Donc, j'étais un petit peu surprise. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte c'est un peu comme si avec elle, j'avais ouvert la boîte de Pandore, de la scolarité, du manque d'accès à la scolarité, à des contenus pour les enfants sourds. Et donc au début, j'ai voulu faire ça en tant que bénévole et en fait, ça m'a tellement plu, la langue des signes, d'être au contact des enfants sourds, que j'en ai fait mon métier. Oui, elle vous a complètement fait changer de voie finalement, cette rencontre. Alors pour revenir donc sur la méthode Signéos, vous avez une méthode donc dite bilingue puisque vous faites de la langue des signes française et le français écrit. Comment ça va s'articuler ça au quotidien pour un étudiant que vous allez accompagner ? Oui, donc c'est intéressant parce qu'on a quand même plusieurs profils d'enfants sourds. On peut avoir des profils d'enfants qui sont sur un parcours oralisant à l'école, mais qui viennent chez nous pour tester une autre façon d'apprendre. Et donc vraiment, nous, toutes les séances se font en langue des signes, les micros sont coupés. Et donc vraiment, tout est basé sur cette communication visuelle en 3 dimensions. Avec les enfants. Donc on a nos intervenants qui vont organiser les séances. On va faire une première évaluation, puisque comme je vous ai dit, l'enfant peut être en 3e, mais en fait avoir un niveau de français écrit parfois de CM2 ou de 6e. Et donc on va évaluer sa capacité à assimiler du vocabulaire, à faire des phrases simples, conjuguées, etc. Et ensuite on va lui proposer tout un programme de remise à niveau en français écrit, donc en plusieurs étapes. Et comme on en parlait un petit peu au début, donc on va toujours travailler en contexte. Donc les chapitres, ce sont des modules, donc
il va d'abord apprendre à se présenter, à présenter sa famille, puis à travailler sur les animaux, sur des métiers, sur des lieux, sur les vacances. Et donc tous ces thèmes-là, ça va vraiment permettre à l'enfant donc, d'assimiler du vocabulaire grâce à des images, beaucoup de jeux. En fait, on va lui faire répéter le vocabulaire et il ne va pas se rendre compte que c'est les 5 mêmes mots qu'il va répéter parfois pendant 3 semaines avec 10, 15 ou 20 jeux différents. Et ensuite, on va les mettre en contexte, donc essayer de lire des textes qui reprennent ce vocabulaire-là, qui sont adaptés à leur niveau, ou regarder des vidéos avec des sous-titres qui parlent de ce vocabulaire-là. Et ensuite, on va commencer à lui proposer de produire. Donc, il va falloir qu'il fasse des petites phrases, parfois avec un modèle. Puis après, quand il est à l'aise sans modèle, on va changer le sujet. Et petit à petit, en fait, on va faire naître, grâce au jeu, cette capacité en fait, de l'enfant que tous les enfants ont à apprendre cette nouvelle langue. Bon, on va continuer à en parler en seconde partie d'émission, mais d'abord, vous le savez, c'est le moment d'aller sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. When a jellyfish stings you, it lodges microscopic barbs into your skin. Their tentacles are armed with thousands of them, and they're each filled with venom. Now, even if you just lightly brush against them, the stingers will immediately embed into your skin and release their painful toxins. The sting can cause an immediate sharp pain and may turn swollen and itchy as the venom spreads. Sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien sûr, Manon Villot, cofondatrice et aujourd'hui gérante de Signéose, avec qui on parle de surdité et surtout de français à l'écrit et du retard que ce public peut prendre. Mais fort heureusement, avec Signéose, il y a des solutions pour le rattraper, ce retard, et on continue à en parler en seconde partie d'émission. Alors Manon, juste avant de partir en pause, vous avez commencé à nous expliquer un petit peu la méthode de Signéose, qui est basée notamment sur la gamification, on l'a compris. La gamification, on en parle régulièrement ici, c'est une manière d'apprendre effectivement qui fonctionne plutôt assez bien. Est-ce que potentiellement, avec les personnes atteintes de surdité, puisque l'apprentissage est encore différent de ce que peut avoir un enfant classique, est-ce qu'en termes de cerveau, on a des études qui prouvent que peut-être la gamification est encore plus utile sur ce type de public? J'en ai pas vu à ma connaissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études plutôt sur l'apport de la langue des signes, vraiment à quel point cette langue peut être riche. Il n'y a pas encore, je trouve, assez d'études sur la partie vraiment neuroscientifique de l'accès à la connaissance des enfants sourds. Donc c'est un sujet qui m'intéresse d'ailleurs. Mais voilà, à ma connaissance aujourd'hui, j'ai pas de source à vous citer sur cette partie-là. Eh bien écoutez, c'est un appel qu'on fait aujourd'hui, peut-être un petit peu plus d'études allant dans ce sens, et ça sera l'occasion de recevoir à nouveau Manon ou quelqu'un d'autre sur ce plateau pour en parler avec grand plaisir. Alors, juste pour revenir donc sur Signéose, on a commencé, je le disais, à expliquer la méthode. En revanche, on n'a pas expliqué qui était la cible, à partir de quel âge s'adresse Signéose, et puis jusqu'où vous pouvez accompagner les élèves. Oui, donc vraiment le cœur de la cible, c'est les collégiens et les lycéens.
même si on a de plus en plus de demandes pour les primaires, donc on essaye d'adapter, donc on demande aux parents de rester à côté, c'est des séances beaucoup plus courtes, parce que voilà, on met quand même un enfant devant un ordinateur. Donc maintenant, finalement, il y a aussi les petits, voilà, dès 6-7 ans. Et puis après, on a également les universitaires qu'on va accompagner. Là, ça va vraiment être un accompagnement personnalisé. Il faut savoir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est de la traduction des cours, de l'assimilation, enfin, de la restructuration de l'organisation. Donc ça, c'est nos principales cibles. Et voilà, la petite nouveauté, c'est que là, grâce à un partenariat avec un centre de formation, on va pouvoir s'adresser aussi aux personnes qui ne sont plus dans le système scolaire, mais qui ont déjà un emploi et qui n'ont pas assimilé, en fait, le niveau de français écrit requis, donc avec de la formation pour jeunes adultes. Bon, le message est bien passé là aussi. Aujourd'hui, vous êtes sur du 100% distanciel, hein, c'est bien ça, on a commencé à l'évoquer en première partie d'émission. Ça a un intérêt notamment pour des questions d'accessibilité. Tout à fait, comme on en parlait un petit peu au début, donc il va y avoir des inégalités territoriales. Dans les grandes villes, il y a plusieurs structures, il y a aussi des associations qui sont très mobilisées, qui vont permettre aux jeunes d'avoir accès à plusieurs services. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu de ces grandes villes, de ces grandes métropoles, ça va être beaucoup plus difficile, même aux enfants sourds qui sont donc dans des classes en inclusion, même parfois de discuter avec quelqu'un en langue des signes. Ils peuvent passer plusieurs semaines sans interagir en langue des signes, à part avec peut-être l'interprète, en fonction des projets qui sont choisis. Donc là, le distanciel, ça va vraiment être une possibilité pour eux d'avoir accès à ces ressources depuis chez eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces enfants-là, ils ont souvent 1 heure à 1h30 de transport le matin et le soir en taxi pour pouvoir rejoindre une école qui a les aménagements possibles ou un centre médico-social. Donc c'est quand même difficile de demander à ces enfants de rester encore sur place le soir. Là, au moins, ils sont chez eux, tranquillement, ils font leur séance et après, ils peuvent se reposer. Aujourd'hui, vous accompagnez les élèves sur combien d'heures en moyenne par semaine? Est-ce que vous avez peut-être des forfaits spécifiques? Et d'ailleurs, on peut peut-être aussi parler des tarifs de cet accompagnement. Donc là, on est plutôt sur 1 heure hebdomadaire. Voilà, après, il y a des demandes spécifiques, donc on s'adapte aux besoins des familles, également à leurs ressources. Donc c'est vrai qu'il y a une prise en charge de la moitié des séances par le service à la personne. Après, il y a parfois des familles qui ont une prise en charge MDPH, maison du handicap. Voilà, malheureusement, ce n'est pas pour toutes les familles. Donc, il y a des familles qui doivent quand même prévoir un budget d'accompagnement extrascolaire. On reste dans des budgets d'accompagnement extrascolaire classiques qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, c'est pas forcément un prix qui est au-delà de ce qu'il y a sur le marché. Qui sont les professeurs qu'on va retrouver chez Syneos, ceux qui accompagnent au quotidien ces élèves? Donc, on a une équipe très riche et très variée. Donc, on a des professeurs qui ont le diplôme CAPEJ. Donc c'est le diplôme spécialisé pour les jeunes sourds. On a des professeurs qui sont des professeurs de l'éducation nationale de langue des signes, qui vont venir donc là plutôt faire la partie français écrit chez Syneos. On a des éducateurs spécialisés. Et puis est-ce que vous avez aussi peut-être des personnes elles-mêmes atteintes de surdité? Oui, bien sûr. Donc on en a 3. Et on est vraiment très heureux d'avoir cette mixité dans nos équipes. Et donc la particularité, c'est que du coup, on fait toutes nos réunions en langue des signes. Et puis, il y a le cofondateur qui parle un petit peu la langue des signes, mais pas assez pour suivre une réunion. Donc, on prend un interprète pour que ce soit traduit pour lui. Donc, c'est vraiment dans l'autre sens, de ce qu'on peut voir d'habitude. Est-ce que ça permet aussi potentiellement aux élèves atteints de surdité d'avoir quelqu'un qui, en face, a rencontré les mêmes problématiques, de débloquer aussi certains points bien spécifiques? Bien sûr, c'est vraiment une plus-value parce que y a forcément ce besoin de s'identifier. Enfin, on est tous comme ça, on a besoin d'avoir des mentors, des modèles, ou des personnes à qui on peut s'identifier. Et donc là, voilà, de se dire qu'ils ont en face des professeurs sourds avec lesquels ils peuvent partager leurs difficultés. Donc c'est le cas de tous les intervenants. On fait en sorte qu'il y ait vraiment ce temps et ils puissent un petit peu décharger émotionnellement ce qui se passe à l'école avant d'entamer la partie un peu plus théorique. Mais oui, bien sûr que pour eux, c'est intéressant d'avoir aussi des personnes qui leur ressemblent. Vous accompagnez aujourd'hui une 50aine de jeunes par semaine, hein, si je ne me trompe pas. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est du suivi individuel, automatiquement, ou est-ce que vous avez aussi parfois des séances de groupe? Stage. Et il y aurait effectivement la possibilité de faire aussi ces petits stages peut-être en présentiel quand on aura rassemblé des personnes par région. Mais pour l'instant, tout est vraiment à distance. Et donc après, sur le quotidien, on a déjà essayé de faire des petits groupes, des binômes ou des trinômes, pas plus. Voilà, ça ne marche pas toujours, donc il faudrait qu'on puisse retester dans les années à venir. Est-ce qu'on peut avoir des résultats assez rapides avec un accompagnement Syneos? Qu'est-ce qu'un parent qui demain inscrirait votre élève peut espérer? Après, j'imagine que tout dépend aussi des difficultés de chacun, oui. Mais
on va dire une petite moyenne. Voilà, bon, j'ai pas de baguette magique, hein, je peux pas permettre à des enfants qui ont déjà 12-13 ans de rattraper toutes ces années de scolarité. Ce qu'on peut voir dès les premières séances, en fait, c'est la capacité, le plaisir de l'enfant, en fait. Ça peut être des enfants qui, au début, sont assez réfractaires à cette idée d'accompagnement extrascolaire. Et comme il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de la dimension numérique est très importante, finalement, ils disent, en fait, ça passe vite et c'est plutôt sympa, on joue. Donc, on va avoir ce plaisir d'apprendre, ce plaisir de faire l'effort, de se confronter à une difficulté qui va vite arriver, en fait, dès la première ou la deuxième séance. Ça, c'est vraiment un petit peu le côté magique de notre accompagnement et c'est ce qui nous plaît le plus, d'avoir des parents qui nous disent « Ah, mais il sort de la séance et il sourit, comment ça se fait ?» Donc ça, j'avoue, c'est le petit côté magique. Après, pour vraiment voir la capacité de l'enfant à assimiler le vocabulaire, donc là, il va falloir attendre quand même quelques mois, un trimestre. Et ensuite, vraiment, la capacité de l'enfant à créer des phrases si à la base, il n'y avait rien. On est quand même plutôt sur 1 an. Et puis après, consolider le tout. Maintenant, on a 5 ans de recul. Et c'est vrai qu'il y a des élèves que j'ai vus au bout de 3 ans vraiment avoir un niveau qui était très, très convenable. Et là, maintenant, au bout de 5 ans, d'avoir un niveau qui est proche de celui de leurs collègues à l'école. Donc voilà un petit peu les retours terrain que je peux vous faire. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que vous accordez aussi énormément d'importance justement au retour avec les familles. Quel rôle, elles vont jouer justement dans la progression de l'enfant ? Tout à fait. Alors, on est bien conscient que nous, on est une maille dans toutes les personnes qui vont intervenir dans cette capacité de l'enfant à apprendre le français écrit. Et on ne veut pas du tout se substituer à l'école ni au rôle des parents. Donc, l'objectif, ça va vraiment de faire équipe avec les parents. D'une part, parce que faut être sûr que l'enfant se connecte à l'heure, qu'il ait du matériel à disposition pour sa séance. Donc, on a vraiment besoin de faire équipe avec les parents. Et ensuite, on va faire un retour aux enfants, mais on va faire le même retour aux parents, en fait, une fois tous les 3 à 6 mois, pour être sûr que ça correspond toujours. C'est aussi souvent les parents qui vont nous alerter quand il y a une perte de motivation, quand l'enfant n'a plus trop envie de revenir en cours, etc. Et donc, nous, ça va nous permettre de nous questionner qu'est-ce qu'on peut changer pour qu'il ait envie de continuer cet accompagnement. Allez, on arrive aux questions un petit peu, on va dire, plus philosophiques, parce qu'on est dans l'école du futur et qu'on aime bien parler des nouvelles technologies. Est-ce que le numérique, c'est plutôt, selon vous, un allié ou un risque pour les élèves sourds ? Non, c'est un allié vraiment. Bien sûr, il faut qu'il soit utilisé à bon escient et c'est pour ça qu'on a des professionnels qui sont là pour ça. Et c'est vraiment, nous, c'est notre cœur de métier, donc je ne vais pas pouvoir dire l'inverse. Mais effectivement, par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais 5 mots de vocabulaire qu'il faut faire répéter à un enfant sur plusieurs semaines. Heureusement qu'on a le numérique, qu'on a l'IA pour créer 10, 15 exercices qui vont lui sembler différents, mais qui traitent du même objectif pédagogique. Donc là, ça va vraiment être un allié, surtout pour travailler cette répétition, en fait. Pour un professeur, il n'y a pas vraiment d'intérêt à créer 10 ou 15 exercices différents manuellement sur 5 mots de vocabulaire. C'est pas là que le professeur est intéressant. C'est vraiment la capacité à corriger, à apporter quelque chose, à encourager le jeune. C'est là, en fait, où il y a la plus-value de l'être humain. Donc, je trouve qu'une bonne combinaison numérique avec un professeur, ça permet vraiment d'avancer plus vite. Et puisque vous avez abordé la question de l'intelligence artificielle, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des usages que pourraient avoir justement les personnes atteintes de surdité qui leur permettraient justement, grâce à l'IA aussi, de pouvoir progresser de leur côté ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, je reviens un petit peu en arrière sur la question précédente, c'est que par exemple, tout ce qui est appel en visio, nous, on a commencé à utiliser ça pendant la période de la crise sanitaire. Mais en fait, les personnes sourdes, ça faisait déjà plusieurs années que c'était leur moyen de communiquer, de s'appeler en visio. Donc déjà, le numérique, pour eux, c'était une façon de se connecter au monde grâce au téléphone. En fait, toutes les applications de traduction instantanée, ça leur permet d'avoir accès à des services, en fait, sans passer par un interprète à chaque fois. Donc bien sûr, le numérique va changer la vie au quotidien des personnes sourdes. Et là, dans la capacité des jeunes sourds à avoir accès à une éducation beaucoup plus poussée, par exemple, si on va sur YouTube, il y a moins de la moitié du contenu qui va être accessible à des jeunes sourds. Les sous-titres sont automatiques, donc pas de bonne qualité. Parfois, la qualité de la vidéo ne permet pas aux jeunes de comprendre le contexte. Donc là, forcément, tous ces outils numériques et l'intelligence artificielle va permettre d'augmenter le contenu disponible pour les personnes en situation de surdité. Oui. Bon, écoutez, encore une fois, c'est sur des bonnes nouvelles que nous allons terminer cette discussion, qui nous rappelle d'ailleurs que pour une école plus inclusive, ça ne se décrète pas, elle se construit avec des pédagogies adaptées, des moyens humains, ça aussi on l'a rappelé, et surtout des solutions innovantes pour que chaque élève ait accès aux mêmes chances de réussite. Merci beaucoup Manon Villot d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice et gérante de Signéose. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission, et surtout merci à vous comme toujours de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30 toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.